Bienvenue sur la TFM à Question Directe. Nous recevons aujourd'hui dans votre émission Mamadou Diarra Beye. Mamadou Diarra Beye est professeur des universités. Il est aussi directeur du SAMU national, service d'assistance médicale d'urgence. Monsieur Beye, on parle souvent d'urgence au Sénégal, mais beaucoup ne connaissent pas. C'est quoi les urgences? Merci Monsieur Alassane Samba Diop pour cette invitation. Les urgences, c'est des situations très fréquentes déjà. Il s'agit d'une situation de survenue inopinée, pouvant être d'origine médicale, chirurgicale, obstétricale, gynécologique, mentale, psychologique, qui menace l'intégrité d'un individu et qui souvent met en jeu son pronostic vital. Alors, dans ces urgences, on les distingue en ce qu'on appelle les urgences vitales, qui menacent tout de suite la vie du patient. On parle également d'urgences non vitales. Donc, et dans ces urgences non vitales, on distingue les urgences relatives. Et dans ces urgences relatives, le plus souvent, le patient n'est pas conscient de l'urgence qu'il présente, mais le médecin peut déjà apprécier et voir que cette situation peut compromettre sa vie à court, à moyen ou à long terme. Il y a également un autre type d'urgence que l'on appelle l'urgence relative ressentie, c'est-à-dire c'est le patient qui ressent une situation comme une situation d'urgence. Il peut s'avérer qu'il s'agit d'une vraie urgence, il peut également s'avérer qu'il ne s'agit pas du tout d'urgence. Et dans ce cas-là, ce patient devra être reçu comme quelqu'un qui présente vraiment une situation d'urgence. Et ce sera au médecin de le rassurer, et de lui expliquer exactement de quoi il s'agit. Au Sénégal, on parle de SAMU national. Il y a le SAMU national, il y a le SAMU municipal, mais beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas le SAMU national. C'est quoi le travail du SAMU national? Alors le SAMU national, c'est un service qui a été créé il n'y a pas très longtemps. C'est un établissement public de santé, comme son nom l'indique, c'est un service d'assistance médicale d'urgence. Le SAMU national, comme dans les autres pays, s'occupe de ce qu'on appelle la médecine préhospitalière. Alors la médecine préhospitalière est une médecine qui se passe en dehors de l'hôpital, parce que longtemps, les urgences ont été prises en charge essentiellement au niveau des structures de santé. Et l'on s'est rendu compte, en tout cas dans les pays développés, que les malades arrivaient tardivement, ou bien les malades étaient référés dans des structures, ou bien orientés dans des structures qui n'étaient pas les bonnes structures, les structures adéquates pour leur prise en charge. Alors dans les pays développés, cette médecine préhospitalière a été mise en place, qui a essentiellement pour but une régulation. C'est-à-dire quelqu'un qui présente une situation d'urgence peut appeler le SAMU, et c'est le SAMU qui va déjà faire les premiers gestes, les premiers conseils, voire même la première intervention là où se passe l'urgence, qui va contacter la structure hospitalière qui est la plus habilitée, en tout cas à prendre en charge ce patient, et va l'orienter dans des conditions d'évacuation sanitaire sécurisées. Au Sénégal, dans un pays où les gens n'ont pas les moyens, ils sont pauvres, ils n'ont pas accès souvent aux soins de santé, comment vous gérez les urgences? Alors très difficilement, parce que déjà pour les situations qui ne sont pas des situations d'urgence, les patients ont souvent beaucoup de difficultés à se prendre en charge. Et pour les situations d'urgence, c'est encore beaucoup plus difficile, parce que l'urgence ne prévient pas. Et quand ça survient, parfois le patient n'a même pas de quoi se rendre à l'hôpital. Alors il nous arrive le plus souvent d'intervenir chez des patients, ou bien dans des accidents de la circulation où les malades n'ont aucune couverture, mais c'est l'urgence, il faut prendre en charge et sauver le patient. Oui, au Sénégal, souvent, on assiste à beaucoup d'accidents de la route. Les gens attendent les services d'urgence, c'est souvent les sapeurs-pompiers qui viennent. Quelle est la relation que vous avez avec les sapeurs-pompiers? Est-ce qu'ils sont outillés à intervenir? Les sapeurs-pompiers ont longtemps été là, comme dans les pays développés, mais nous travaillons dans le même secteur, c'est-à-dire le secteur préhospitalier. Ils interviennent beaucoup, ils ont beaucoup d'agents, ils maillent tout le territoire national, mais la différence c'est que le service d'assistance médicale d'urgence, c'est une structure qui fonctionne comme l'hôpital, avec toute la hiérarchie, avec des médecins qui sont là, qui sont formés que pour ça, qu'on appelle des médecins urgentistes, qui s'occupent surtout de la médecine préhospitalière, des infirmiers qui sont également très bien entraînés, dans les urgences, et des ambulanciers, qui ne sont pas que des conducteurs, mais c'est des individus, c'est des personnes qui connaissent tout le matériel qu'il y a dans les ambulances, qui dans des situations d'urgence se trouvent être des assistants, des aides donc pour la prise en charge des urgences. Si par exemple un accident intervient dans la route, vous êtes loin, vous n'avez pas les moyens d'intervenir, comment faire dans cette situation où les gens, où leur vie est menacée?
Alors c'est souvent le cas, c'est pourquoi la collaboration avec les sapeurs-pompiers est une collaboration de qualité. Ce qui se passe, c'est que quand il y a un accident de la circulation, les sapeurs-pompiers interviennent dans un premier temps, acheminent les victimes dans la structure de santé la plus proche et que nous collaborons avec cette structure de santé pour apporter notre appui dans l'évacuation dans des zones où le plateau technique est plus adéquat. Mais ça demande beaucoup de moyens. Est-ce que vous avez les moyens de faire votre travail correctement? On n'a jamais suffisamment de moyens. Même dans les pays développés, la médecine préhospitalière est une médecine qui coûte très cher. On n'a jamais suffisamment de moyens, mais ceci n'empêche pas que voilà, des efforts doivent être faits, des efforts sont faits déjà tous les jours. Et ces efforts doivent être augmentés pour répondre à la demande de la population. Et pour les populations qui n'ont pas, par exemple, les moyens d'avoir accès aux hôpitaux, parce qu'on a vu des fois, la nuit, si les gens sont évacués dans les hôpitaux, souvent quand vous venez dans un hôpital, la première question qu'on vous pose d'abord, est-ce que vous avez les moyens d'abord de payer l'hôpital avant qu'on prenne en charge? Alors ça, ce n'est pas une situation normale, parce que les urgences, normalement, on doit d'abord s'occuper du patient avant de s'intéresser à ses moyens. Parce qu'une urgence, souvent peut-être une urgence vitale, on peut déjà libérer un patient parce qu'il n'a pas de moyens et après il va décéder dans la route, il va décéder chez lui ou bien il va décéder même devant la structure. Donc c'est des situations peut-être qu'on voit, mais qui sont des situations anormales. En tout cas, les structures de santé doivent recevoir les patients, s'occuper de l'urgence avant de s'occuper des moyens de paiement. Je pense que c'est ça la situation normale. Oui, parce que les hôpitaux parlent aussi de rentabilité, ils sont aussi autonomes, ils doivent trouver des financements, trouver de l'argent pour faire rouler l'hôpital. Il faudrait aussi qu'ils aient les moyens de le faire. Et souvent, des gens qui viennent, qui sont indigents, qui n'ont pas les moyens de payer l'hôpital, c'est un gros souci. C'est un gros souci, les hôpitaux font beaucoup d'efforts. Moi, je travaille en même temps dans un hôpital, dans un des plus grands centres hospitaliers nationaux de ce pays. Et on voit ça dans les hôpitaux, il y a des services sociaux qui sont là. Mais dans les situations d'urgence, on prend en charge le patient et secondairement, c'est le service social, si le patient n'a pas de moyens, qui va également s'occuper de tout le reste. Mais l'urgence, ce qu'il faut faire, c'est de prendre en charge tout de suite. Le reste peut attendre, parce qu'une urgence ne peut pas être renvoyée. Il y a les directeurs d'hôpitaux qui ont l'obligation d'avoir des moyens aussi d'acheter des consommables, d'acheter tout. Si les gens n'ont pas les moyens, ils sont obligés aussi de chercher des fonds pour le faire. Et souvent, le budget de la santé dans nos pays n'est pas assez consistant pour prendre en charge tout cela. Mais tout à fait. Bon, on oublie également qu'on est dans un pays sous-développé, un pays à ressources limitées. Des efforts sont faits, on voit une évolution. Déjà, il y a quelques années, il n'y avait pas autant de spécialistes, il n'y avait même pas de SAMU, il n'y avait pas de service préhospitalier. Si on a évolué jusqu'à déjà mettre en place un service préhospitalier, qui est le SAMU national, c'est déjà une très grande avancée. Maintenant, ces services doivent être accompagnés, le SAMU doit être accompagné et des efforts sont faits et ça avance tous les jours. Mais les structures hospitalières également doivent être accompagnées dans le plateau technique, mais surtout dans l'équipement des services d'accueil des urgences, avec suffisamment de place et avec un turnover assez rapide pour que les patients ne stagnent pas aux urgences et pour que l'accueil soit de plus en plus efficient et de plus en plus important. Dans l'année passée, si vous faites le bilan du travail que vous avez fait au niveau du service, quel est le résultat, quel est le bilan? Alors, donc, nous, notre activité est analysée à deux niveaux, parce que nous avons un centre de régulation que l'on appelle un centre de régulation et de réception des appels, avec un numéro gratuit qui a été mis en place pour les populations, qui est accessible à travers le territoire national. Alors, ce centre de régulation des appels est utilisé à plusieurs niveaux. D'abord par les populations, en cas d'urgence, mais parfois par des conseils. Donc, quelqu'un peut, à la maison, avoir une situation qu'il ne comprend pas. Il appelle le SAMU, les médecins sont là à lui donner des explications. Parfois même sur des prises de médicaments. Autrement, c'est une urgence qui survient à domicile. Quand les populations nous appellent, nous donnons déjà les premiers conseils, les premiers gestes de secourisme et d'urgence à faire. Et si le cas nécessite que les SUMUR, c'est-à-dire les médecins urgentistes qui sont dans les véhicules, dans les ambulances, se déplacent, ils se déplacent sur place pour essayer d'apporter les soins appropriés. Et sur place maintenant, le médecin qui est en déplacement sur une urgence analyse la situation, fait son diagnostic, fait les premiers examens, parfois de routine, parce qu'il y a des examens complémentaires qu'on peut faire à domicile, le dosage de la glycémie pour quelqu'un qui fait une crise de diabète ou une hypoglycémie, un test de palu, un électrocardiogramme pour quelqu'un qui fait un malaise cardiaque. Alors si la situation nécessite que ce patient soit évacué à l'hôpital, c'est le centre de régulation et de réception des appels qui s'occupe de ça, qui voit l'état du patient, la structure hospitalière qui est la plus adaptée, qui l'appelle et que voilà, la réception est organisée dans de très bonnes conditions. Mais sur quel appel, par exemple, un citoyen qui va appeler le SAMU national, il appelle sur quel numéro? Il appelle sur le 1515, donc c'est un numéro réduit, le 1515, comme il y a le 15 en France, qui est le numéro du SAMU.
Le numéro du SAMU du Sénégal, c'est le 1515. Donc c'est un numéro réduit et c'est un numéro qui est gratuit. C'est-à-dire quand quelqu'un est en détresse, il peut à partir d'un téléphone fixe appeler le 1515 gratuitement. Même à partir d'un téléphone portable, il peut appeler le SAMU gratuitement. Même s'il n'a pas de crédit dans son téléphone, il peut joindre les services d'urgence qui vont se déplacer pour essayer d'apporter une solution à son problème. Et ces déplacements que vous faites chez les populations, est-ce que c'est payant ou bien c'est gratuit ou bien est-ce que si on évacue les gens dans vos structures hospitalières avec les ambulances, les gens doivent payer ce déplacement ou pas? Alors donc le SAMU a un statut d'établissement public de santé. Donc les établissements publics de santé, effectivement, comme les hôpitaux, il y a des tarifs. Il y a des tarifs qui ne sont pas des tarifs qui sont très élevés. Si on compare les tarifs dans les hôpitaux, ce n'est pas les mêmes tarifs qu'il y a dans les cliniques privées. Pour le SAMU, c'est également pareil. Il y a des tarifs qui sont appliqués quand le SAMU se déplace. Mais ce n'est pas le paiement qui est au premier plan, en tout cas quand on est en situation d'urgence. Combien, par exemple, une personne doit payer si le SAMU se déplace, vient la chercher chez elle pour la déposer dans un hôpital ou bien dans une structure de santé? Alors, pour la région de Dakar, là où on est en intervention primaire, parce que pour l'instant, on n'est qu'à Dakar. Dans les prochains mois, voire les prochaines années, on va se déplacer dans les régions. En tout cas, pour toute la région de Dakar, le déplacement d'un médecin sur une urgence à domicile est facturé à 15 000 francs. Le transport y compris, la consultation du médecin y compris, les médicaments de premiers soins, donc les médicaments d'urgence compris, et rien n'est facturé au malade en dehors de ces 15 000 francs. Eh bien, si la personne n'a pas les 15 000 francs, nous sommes dans une société où des gens n'ont même pas peut-être 500 francs par jour pour prendre le repas. C'est souvent le cas, mais ça ne nous empêche pas d'intervenir. Alors, quand on faisait nos statistiques sur nos déplacements, sur 50 déplacements, il n'y a pas peut-être 20 ou 25 personnes qui ont les moyens de payer. Qui va payer le gap? Forcément, quelqu'un paiera, l'État paiera. Donc souvent le ministère de la Santé également nous accompagne beaucoup, nous demande parfois quelle est la dette de votre structure et nous accompagne donc pour essayer au moins que nos médicaments ne manquent pas, pour que le carburant pour nos ambulances ne manque pas, pour que les médecins qui prennent la garde tous les jours soient payés pour leur garde convenablement. Vous avez parlé tantôt des régions, on a constaté que dans les régions du Sénégal, il n'y a pas de SAMU sur place, il n'y a pas de urgences sur place. Et il y a beaucoup de catastrophes dans les régions. Il y a des hôpitaux qui manquent de tout, qui n'ont même pas d'alcool. Il y a des situations d'urgence qui se font là-bas. Oui, la situation est parfois un peu difficile dans certaines zones, mais il y a beaucoup d'avancées. Dans les régions, on a vu Saint-Louis qui a son service d'accueil des urgences, même s'il y a beaucoup de choses à faire après. Thiès, l'hôpital régional de Thiès qui a son service d'accueil des urgences qui tourne. Moi, j'y vais très fréquemment. Il y a l'hôpital de Kaolack qui a son service d'accueil des urgences. Il y a beaucoup de régions, l'hôpital de Ziguinchor qui a son service d'accueil des urgences. Et les gens font beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts pour apporter des solutions aux problèmes des malades. C'est vrai qu'il manque beaucoup de choses. On est dans une situation de pays sous-développé. Et ça également, il faut le comprendre. Mais tous les jours, des efforts sont faits. Et les efforts sont surtout ressentis dans la formation. Parce qu'avant, et ça manque encore de façon drastique, les médecins urgentistes, il n'y en a pas beaucoup. Le diplôme n'existait pas à Dakar, mais il a été créé il y a quelques années. Il y a quelques promos qui sont sortis et on est en train de faire un plaidoyer pour que les jeunes médecins qui sont dans les structures hospitalières, qui sont des généralistes, qui s'occupent d'urgence, viennent se former. Parce que le plus souvent également, ce qu'on note, c'est qu'il y a un problème de formation. Et que si tous ces médecins qui travaillent dans ces services d'accueil des urgences, dans les hôpitaux périphériques, sont formés à la médecine d'urgence, je pense qu'on aura fait une très grande avancée dans l'amélioration de la prise en charge. Mais ça, c'est dans les capitales régionales. Il y a des villages et des petites villes, des hameaux qui n'ont pas ces situations-là. Ils sont aussi des fois dans une situation d'urgence, qu'il faut évacuer des gens qui sont malades. Il y a un problème de tissu social qui se pose là. Mais tout à fait. Mais bon, au Sénégal, il faut également constater qu'on a ce qu'on appelle la pyramide sanitaire. Dans les postes les plus reculés, il n'y a pas de médecin, il y a des infirmiers chefs de poste et parfois c'est un personnel communautaire. Mais nous sommes en train de mettre en place un programme de formation parce que le SAMU a mis en place des protocoles, ce qu'on appelle des PNP, sur les urgences qui ont été très actualisés avec la collaboration de beaucoup de collègues universitaires qui nous ont aidés à répertorier les urgences les plus fréquemment rencontrées au Sénégal. Et on a mis en place des protocoles qui sont applicables depuis le niveau le plus décentralisé possible. L'infirmier chef de poste qui arrive a déjà un outil qui lui permet de reconnaître l'urgence très vite et avec des gestes très simples, des conduites à tenir très simples et surtout un cadre de référence qui est bien organisé, qui permet de référer à la structure supérieure. Par contre, notre centre de régulation n'est pas encore dans les régions, mais puisqu'il est accessible partout, il nous arrive que même à l'intérieur des régions,
les gens nous appellent et qu'on organise les transferts entre structures de santé de niveau inférieur vers une structure de santé de niveau supérieur ou le plateau technique. Le problème, c'est bien de former les gens, mais est-ce qu'ils ont les moyens de faire le travail? Parce que quand vous êtes dans un cadre de santé ou bien dans un hôpital, tu es formé, peut-être que tu as la connaissance qu'il faut. Mais si tu n'as pas les moyens d'intervenir, de travailler, les plateaux techniques sont dans une situation catastrophique. Mais tout à fait. Mais maintenant, dans les structures hospitalières, le plateau technique est en train d'avancer. On a vu tous les hôpitaux régionaux maintenant qui commencent à avoir un service d'accueil des urgences, ils commencent à avoir un scanner. Mais en périphérie, effectivement, les moyens n'existent pas. Mais on n'a pas besoin parfois de moyens importants. On ne peut même pas les mettre dans les cases ou les postes de santé. Mais l'infirmier chef de poste ou bien l'agent de santé qui est au niveau décentralisé doit être outillé à diagnostiquer très rapidement. Et à faire la référence également de façon rapide. Parce que, quoi qu'on dise, c'est parfois plus un problème de référence tardive qu'un problème de moyens. Parce que dans les centres périphériques, on ne peut pas mettre des moyens très importants. Parce que le personnel n'est même pas habitué, n'est même pas habilité à utiliser ces moyens importants. Mais par contre, s'il est bien formé, bien outillé à diagnostiquer très vite, et que le transfert se fait très rapidement, les moyens qu'il faudrait mettre en place plutôt, c'est des moyens de transfert. Des ambulances qui sont de très bonne qualité, qui peuvent aller au niveau le plus décentralisé possible quand il y a une urgence, pour prendre ces malades dans de très bonnes conditions et les évacuer de façon adéquate dans les centres qui sont habilités à les prendre en charge. Mais les populations des villages, c'est qu'elles contestent souvent ou bien revendiquent souvent, c'est que dans ces structures, il n'y a pas de moyens. Et deuxièmement, si on évacue les gens qui viennent dans les hôpitaux comme à Dakar, ailleurs, il y a un problème d'accompagnant, il y a un problème de suivi, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Quand vous quittez un village, vous connaissez personne à Dakar, dans une structure de santé, il faut se nourrir, il faut manger, il faut dormir. Ceci est également, c'est très pertinent. Au Sénégal, c'est des habitudes. Quand on voit dans les structures de santé, c'est un malade qui est évacué d'un village, c'est tout le village qui vient avec, c'est nos coutumes, nos réalités. Ça pose beaucoup de problèmes aux hôpitaux. Ces personnes, il faut les accueillir. Souvent, quand on va dans certaines structures, on voit même ces personnes qui sont en train de préparer à manger dans la cour de l'hôpital. Ça pose des problèmes d'hygiène, ça pose des problèmes d'infection. Alors voilà, les structures de santé sont en train de travailler dessus. Et nous, en tout cas pour les urgences, le problème se pose moins parce que les malades qui sont reçus dans les services d'urgence et dans les services de réanimation, il n'y a pas d'accompagnant. C'est essentiellement le personnel de santé qui s'occupe de ces malades. Mais il y a également le problème du financement de la santé. Ces personnes n'ont pas de moyens, effectivement, mais s'il y a un bon financement de la santé, avec une bonne couverture, ce qui est en train d'être mis en place d'ailleurs avec des pas de géant en ce moment par les autorités. Et si cette couverture maladie universelle s'installe, effectivement, cette couverture maladie universelle permettra non seulement aux personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder aux structures de santé, mais également aux structures de santé d'avoir un financement qui leur permettra de mieux offrir, c'est-à-dire d'augmenter l'offre de soins qui permettra d'améliorer le pronostic de nos patients. Cette couverture maladie universelle, parlons-en, parce que les syndicalistes disent que si on ne fait pas attention, il faut retomber comme dans le plan Sésame, où le financement n'est pas là, parce que d'abord, avant que les gens soient pris en charge, il faudrait que l'argent soit mis en place pour pouvoir les accueillir, pour payer les factures. Sinon, les hôpitaux se retrouvent avec des dettes énormes et que le plan risque de tomber à l'eau. Bon, il y a beaucoup de commentaires. Effectivement, bon, pour une révolution, il y a toujours beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de réticences. Je ne suis pas un spécialiste de la couverture maladie universelle. Il y a une équipe qui s'y connaît très bien, qui est en train de mettre en place, qui a déjà mis en place cette couverture maladie universelle, qui a été lancée très récemment par notre ministre de tutelle, le professeur Eva Marie Coll Seck. Moi, à mon humble avis, c'est quelque chose de nécessaire. Et quand on voit dans les pays développés, les gens parviennent à financer les santé parce que simplement, il y a une couverture maladie qui permet de financer, qui permet aux personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à la santé. Moi, je pense que c'est une initiative très heureuse qu'il faut accompagner. Qu'il faut accompagner à tous les niveaux pour que les malades aient accès aux structures de santé sans bourse déliée. Parce que souvent, on pense que c'est quand on est malade qu'il faut aller chercher de l'argent. Mais dans les pays développés, les soins de santé se passent très bien parce que c'est quand on n'est pas malade qu'on cotise des sommes modiques pour se préparer à avoir une couverture quand on tombe malade. Et c'est essentiellement le cas. Je pense que si cette couverture maladie universelle s'installe très bien, je pense qu'il y aura une solution pour l'accès des personnes. Le gouvernement parle de mettre en place des mutuelles où les gens doivent cotiser pour avoir accès à la santé. D'autres estiment, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire des taxes sur certaines
sur certains produits qui sont nocifs à la santé, comme la cigarette, qui pourraient financer aujourd'hui certaines maladies. On voit aux États-Unis aujourd'hui, les industries de cigarettes sont taxées pour soigner les gens qui sont malades. Il y a la téléphonie mobile qui fait beaucoup de bénéfices au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas des pistes aussi de financement de la santé? Ben, pour mon avis, je partage totalement cet avis. Et c'est sûr que les personnes qui sont habilitées à réfléchir sur ça sont en train de travailler dessus. Pas très longtemps, j'avais entendu notre ministre de tutelle donner des explications par rapport à cela. Et je pense que des mesures idoines seront prises pour que ces taxes effectivement servent à la santé. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de travailler dans ce sens. Et effectivement, ces taxes permettront beaucoup à améliorer l'offre de santé dans notre pays. L'évacuation médicale au Sénégal aussi a un autre problème. Aujourd'hui, il y a un avion qui a été mis à la disposition du SAMU national. Mais depuis quelques jours, l'avion n'est plus en marche parce que peut-être qu'il n'a plus de carburant. Oui, il s'agit d'une ONG qui est installée, qui est basée donc, dans une zone éloignée du pays, à Tamba précisément, et qui aide depuis quelques années à l'évacuation des malades. Effectivement, ils posent le problème de carburant. Cette ONG a été aidée. Moi, j'ai même partagé un document, une convention qui a été signée entre notre ministère de tutelle et cette ONG. Effectivement, le ministère de la Santé a eu à déployer des moyens, à mettre en disposition du carburant pour cette ONG. Mais je pense qu'il y a encore quelques éclaircissements à faire et quelques mesures d'accompagnement à prendre pour que cette mesure soit beaucoup plus efficiente. Moi, je vais même réfléchir au-delà, parce qu'il est temps qu'on réfléchisse sur des moyens qui sont pérennes, des moyens qui permettront de jalonner tout le pays en couverture aérienne. Parce qu'on a un pays où les structures de santé parfois sont très éloignées. Il y a des accidents de la circulation qui se passent dans des zones où il faut même des secours sur place, des secours aériens sur place. Et en tout cas, moi, en ce qui concerne le SAMU, on est en train de réfléchir et c'est sûr et certain que nous serons accompagnés à avoir des moyens pour pouvoir intervenir vraiment dans les zones les plus reculées avec des délais qui sont très brefs, qui sont compatibles avec des délais qui peuvent permettre de sauver ces patients en détresse vitale. C'est que les gens ne comprennent pas comment une ONG peut-elle mettre gratuitement un avion à la disposition de SAMU national et que le ministère ne puisse pas prendre en charge le carburant pour quand même faire évacuer les malades. Des fois, c'est des questions de vie ou de mort. Je pense qu'il ne faut pas aller Je pense que le ministère a quand même mis des moyens. Il y a une convention qui a été signée et moi j'ai été témoin à plusieurs reprises d'ailleurs que le ministère de la Santé s'est occupé à mettre à la disposition de cette ONG le carburant qu'il faut pour transporter ces malades. Encore une fois, c'est encore très difficile parce que ce n'est pas vraiment bien organisé. C'est une ONG qui n'a pas mis un avion à la disposition du SAMU. C'est une ONG qui est là depuis un certain nombre d'années. Effectivement, nous utilisons. Et je vous répète encore qu'une convention a été signée, qui a été même initiée par le ministère de la Santé avec cette ONG et qu'à plusieurs reprises, du carburant a été mis à disposition donc, de cette ONG pour permettre des évacuations sanitaires. Des efforts doivent être faits et des efforts seront faits pour trouver des moyens à rendre cette activité. Mais la réalité des faits aujourd'hui, c'est que l'avion ne fonctionne pas. En ce moment, les étudiants n'attendent pas. Il y a des vies humaines à sauver. Il faudrait bien évacuer ces gens-là qui sont à Ziguinchor, qui sont à Tambacounda, qui sont dans la région de Matam pour qu'ils les soignent à Dakar, ailleurs. Mais je suis tout à fait d'accord. Parce que, en fait, les derniers renseignements que j'ai eus, en dehors du problème de carburant, l'avion nécessite encore beaucoup plus d'autres choses que du carburant. Il y a l'entretien, il y a parfois des pièces défectueuses. Vous savez également, une structure publique a ses moyens de fonctionnement. On ne peut pas décaisser comme ça de l'argent tous les jours parce qu'il y a des procédures. Voilà. À mon avis, ce n'est pas seulement un problème de carburant, mais également d'autres problèmes qui sont venus s'y greffer. Et des plaidoyers sont faits effectivement pour sauver les vies humaines, M. Bey. Il y a quand même beaucoup plus important que ça, des procédures et les gens qui n'arrivent pas à se soigner. C'est un gros souci. Hein? Mais oui, nous, ça nous pose un problème. Parce que tout dernièrement, d'ailleurs aujourd'hui, on s'est déplacé sur Ziguinchor pour aller chercher un patient qui était en détresse. La semaine dernière, on a déplacé un patient qui avait fait un hématome sous-dural, qui était entre la vie et la mort. Nous sommes partis le chercher en dehors de ses moyens. Il nous arrive de prendre la route, de faire 800 km pour aller chercher un patient. Et effectivement, la mise à disposition de ces moyens aériens nous allégerait le travail. Parce que ce n'est pas évident de se lever un beau jour, d'aller faire 800 km pour prendre un patient, prendre la route qui est entre un patient dont la vie
est menacé, dont le pronostic est très, très réservé. Et déjà, c'est même un stress supplémentaire pour le médecin qui accompagne ces patients, qui est parfois sous respiration artificielle, de Ourossogui à Dakar. Parfois, c'est même inhumain, des conditions qui sont vraiment très difficiles. Mais puisqu'on n'a pas le choix, il faut sauver des gens. Nous, en tout cas, nous utilisons les moyens dont nous disposons pour nous mettre au service des populations. Est-ce qu'il n'y a pas de réflexion qu'il faut mener justement par rapport à cet avion, à ces moyens aériens, pour que ça soit beaucoup plus pérenne, que ça ne s'arrête pas, que les gens puissent se soigner, puisque c'est un avion encore qui est mis à la disposition de SAMU de façon gratuite, avec des sociétés pétrolières qui sont ici au Sénégal, les bonnes volontés, les gens qui ont les moyens, pour qu'ils comprennent que c'est une question de vie ou de mort. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Et le problème, c'est qu'il faut aller même au-delà. Il faut qu'il y a beaucoup de bonne volonté au Sénégal. Même un plaidoyer doit être fait même auprès de ces compagnies pétrolières qui prennent la route, qui doivent s'investir également dans les urgences, dans les accidents de la circulation. Et si ce plaidoyer est fait correctement, je pense que des moyens supplémentaires, en dehors des moyens mis à disposition par le ministère, des moyens peuvent être trouvés, en tout cas pour que cette ONG puisse quand même faire son travail correctement. Ça, c'est des problèmes qui se posent dans la zone rurale. Et en milieu urbain aujourd'hui, il y a souvent aussi des accidents de la route qui arrivent dans des heures de pointe, où il y a un problème de vie ou de mort qui se pose aussi par rapport aux patients qui sont là-bas. Est-ce que l'ambulance peut faire le boulot très rapidement, ou bien est-ce qu'il faut chercher un hélicoptère aussi qui pourrait intervenir très rapidement aussi pour sauver des vies humaines? Ah oui, ça c'est notre rêve. Et c'est comme ça que ça se passe dans les pays qui ont des moyens. Un accident très grave, une catastrophe peut survenir n'importe où. Et tout un chacun peut être victime. Il ne faut pas dire que ça n'arrive qu'aux autres, ça peut arriver à n'importe qui. Et l'idéal, c'est qu'on a les compétences, on a les moyens qu'il faut. Et effectivement, la mise à disposition d'un moyen aérien de déplacement rapide permettrait, lors d'un accident très grave, dans une zone plus ou moins éloignée de Dakar, au lieu de prendre des ambulances qui vont mettre beaucoup de temps à arriver, parce que comme on dit, le temps c'est la vie. En tout cas pour nous, pour les urgentistes, le temps c'est la vie. Un accident de la circulation, plus on arrive rapidement sur les lieux et plus on va sauver des vies. Parce que souvent on parle de beaucoup de décès, mais ces décès en fait c'est des décès directs. Il y a des décès directs, mais il y a des décès qui sont liés à un retard de prise en charge. La mise à disposition d'un moyen aérien qui permettrait en cas d'urgence d'accident de la circulation de descendre sur le lieu de l'accident avec tous les moyens pour sécuriser déjà des patients, faire ce qu'on appelle parfois même un poste médical avancé et sécuriser les malades qui ont besoin de réanimation, qui ont besoin de gestes de survie, que ces malades soient mis en sécurité et que secondairement maintenant les ambulances peuvent venir pour amener les malades dans des conditions de sécurité dans les structures hospitalières. Et ces avions, ces moyens aériens, cet hélicoptère permettraient également, donc, dans un accident très grave, de choisir au moins les malades les plus graves qui doivent arriver au bloc le plus rapidement possible et arriver dans la structure hospitalière le plus rapidement possible pour que ces malades soient sauvés. Moi, j'applaudirais à demain d'avoir à la disposition du SAMU ces moyens-là. On est en train d'y travailler. Je pense que quand on avance dans la vie également, il faut faire des pas, mais des pas très sûrs, mettre en place les procédures, mettre en place le personnel qu'il faut, former, et que les structures hospitalières également s'arment, s'équipent et augmentent le plateau technique pour que les urgences soient mieux prises en charge dans notre pays. Mais pourquoi aujourd'hui le SAMU national n'a pas une collaboration avec l'armée nationale sénégalaise qui dispose de moyens aériens, peut-être 2 ou 3 hélicoptères avec lesquels vous pouvez travailler pour justement sauver des vies humaines? Mais c'est une idée excellente, c'est une idée d'ailleurs qui a été vraiment mise en exergue dans l'élaboration du plan stratégique du SAMU. C'est effectivement de mettre en mutualisation ces moyens aériens. Nous, en tout cas, on va travailler dessus. On va faire des propositions à notre ministère de tutelle. On va travailler donc dans le sens d'une mutualisation parce que de temps en temps, on se rend compte, lors des grands événements, effectivement, ces moyens aériens sont mis à disposition. Et pourquoi pas, donc, dans toute situation d'urgence, mettre en place des mécanismes très rapides de déclenchement pour que, en attendant que des moyens donc, soient disponibles pour le SAMU, pour la protection civile également, qui doit jouer un rôle très important dans ces dispositifs de sauvetage. Mais pour que, donc, entre-temps, avant que ces moyens ne soient mis à disposition, une mutualisation des moyens aériens de l'armée serait une très bonne idée et nous sommes en train de travailler dessus et nous ferons les plaidoyers qu'il faut
pour que cette collaboration soit mise en place, soit mise en œuvre le plus rapidement possible. D'autres questions sont posées par des Sénégalais. Ils constatent de plus en plus quand les Sénégalais ont des urgences aussi. Des fois, certains préfèrent ne pas se faire soigner au Sénégal, se font soigner en Tunisie, au Maroc, avec des évacuations d'urgence aussi. Oui, nous, il nous arrive très souvent qu'on soit contacté. Bon, mais on ne peut pas, parce que déjà, on n'est pas nombreux. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de pathologies qui ne peuvent pas être traitées au Sénégal. Il y en a de quelques rares et qui relèvent très rarement de situations d'urgence. Déjà, une évacuation en urgence pour l'étranger, ça coûte très cher. Et les évacuations que nous avons pour l'étranger, souvent, ce n'est pas des évacuations d'urgence. C'est des évacuations pour des malades qui sont bien stables, qui doivent être pris en charge, effectivement, dans des structures dont le plateau technique est plus élevé au Maroc. Mais c'est une hémorragie financière très importante. Et ce n'est pas seulement le Sénégal, je pense que c'est tous les pays de la CEDEAO. Il y a tellement d'évacuations sanitaires vers l'Europe avec des moyens exorbitants, qui ces moyens pourraient être investis dans nos services pour améliorer la qualité, pour améliorer le plateau technique et pour qu'on puisse sauver le maximum de maladies. C'est parce que justement dans ces pays-là, le plateau technique est très relevé parce qu'on voit même des étrangers venir se soigner en Tunisie ou au Maroc parce qu'ils ont peut-être un plateau technique plus relevé. Et ce qui est le paradoxe, c'est que la plupart des médecins de ces pays-là sont formés à Dakar, ici. Ouais, il y en a certains qui sont formés ici, effectivement, parce que nous avons une très bonne faculté de médecine également, avec beaucoup de spécialités. Et je trouve que ça, c'est également une avancée. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays africains qui disposent de toutes ces spécialités. Je pense que l'université également a fait beaucoup d'efforts à mettre en place ces spécialités. Mais si on revient un peu à ces évacuations sanitaires, ce que vous dites, c'est plutôt ce qu'on appelle du tourisme médical. Donc que l'on voit, parfois il y a des patients qui quittent les pays développés pour venir se faire soigner en Tunisie, dans le cadre d'un tourisme médical. Mais en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que, comparant le Sénégal à ces pays également sont plus développés que notre pays. Et c'est tout à fait normal que ces pays aient un plateau technique plus développé que le nôtre. Mais quand même, le Sénégal, si on le compare avec beaucoup de pays de la sous-région, quand même, je pense que peut-être nos populations sont très exigeantes. Mais sur le plan, quand même, plateau médical, sur le plan des efforts, je pense qu'on est quand même en avance sur beaucoup de pays. Nous sommes à Dakar, qui est une presqu'île où pratiquement toute l'industrie sénégalaise est concentrée à Dakar. On parle du tuyau de la Sarre qui passe dans des maisons aujourd'hui. On a connu aussi la catastrophe de la Sonacos avec l'ammoniac. Mais est-ce qu'aujourd'hui nos structures sont préparées justement dans ce genre de situation? Faire d'abord la prévention par rapport à cela. Ah oui, il y a beaucoup de prévention. Mais pour les structures de santé, déjà, la principale prévention, c'est de se préparer à la catastrophe. Et ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la préparation d'un plan blanc. Alors, c'est vrai qu'il y a toutes les structures hospitalières de notre pays ne disposent pas d'un plan blanc. L'hôpital principal dispose d'un plan blanc. Nous, on a fait des recommandations, en tout cas dans les stratégies que nous avons développées au niveau du SAMU, pour que ces structures soient accompagnées, même par l'hôpital principal et par nous-mêmes, parce que ce n'est pas très difficile. Et là, tout dernièrement, j'étais en train de travailler avec un collègue qui est à Kaolack pour l'élaboration même du plan blanc de l'hôpital de Kaolack. Et les structures hospitalières, toutes les structures hospitalières doivent quand même se mettre aux normes et mettre en place un plan blanc. Un plan blanc, c'est très simple. C'est juste se dire aujourd'hui, l'hôpital doit s'arrêter et se dire aujourd'hui, si je recevais un nombre important, ce qu'on appelle un afflux massif de blessés ou de victimes, quelle que soit la cause, qu'est-ce que je ferais? C'est de se préparer à mettre en place même parfois des lits d'hospitalisation qui sont stockés quelque part, du matériel de réanimation qui est même stocké quelque part, et parfois même ouvrir des blocs opératoires supplémentaires pour faire face à la demande. Et tout ceci doit être écrit. Et tout le matériel qui doit servir à faire face à ces urgences doit être disponible, testé régulièrement. Et parfois même avec des épisodes de simulation qui permettent de voir les failles, de se préparer à la catastrophe. Et ça également, franchement, on doit travailler dessus et on est en train de faire des propositions. Mais le problème, c'est que ça n'existe pas dans certains hôpitaux. On a vu l'axe Dakar-Touba, souvent qu'il y a le Magal de Touba, il y a eu beaucoup d'accidents. La fois dernière, il y a eu l'hôpital de Diourbel, l'hôpital Louké, où il y a eu un accident, il y a eu beaucoup de morts. Les gens se sont rendus compte que la prise en charge des premiers blessés des urgences n'est pas là. Oui, ça c'est vrai en partie. Mais les accidents, moi, en tout cas, quand on a dénombré, moi je suis au SAMU depuis une année, quand on a dénombré les accidents graves qui sont passés au Sénégal, malheureusement, force est de constater que la plupart des victimes, c'est sur place. Les accidents sont tellement violents, il y a tellement d'indiscipline, il y a tellement d'insécurité.
de non-respect des normes que les accidents sont souvent très graves. Et que souvent, c'est des cars qui sont bondés de monde, qui sont surchargés, qui ne respectent pas beaucoup les normes de sécurité. Et quand la catastrophe survient, malheureusement, le nombre de décès directs est très élevé. C'est rare que les malades décèdent secondairement à l'hôpital. Le problème, c'est le décès direct et les interventions rapides. Et les décès directs, on n'y peut rien. Même dans les pays développés, parfois on a des accidents très graves, mais le nombre de décès directs est très élevé. Et dans ces décès directs, on ne peut faire que de la prévention. Que les normes de sécurité soient respectées, la sécurité routière soit renforcée, la prévention également soit faite dans l'éducation des populations, l'éducation des conducteurs, dans les panneaux de signalisation. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire dans la prévention et également dans les secours rapides. Mais les malades qui sont acheminés à l'hôpital, habituellement, ce n'est pas des malades qui décèdent dans les heures. Et souvent, s'ils décèdent, on peut incriminer parfois le plateau technique, mais souvent c'est la gravité des lésions qui fait que ces malades décèdent. Dans ces pays dont vous parlez, la santé est prise en charge de façon holistique parce qu'il y a quand même des échanges entre ceux qui travaillent dans l'urgence, ceux qui font la prévention de la route. Il y a des discussions, il y a des échanges, il y a un lien qui se fait, qui permet à tout le monde de savoir qu'est-ce qu'il faut faire au moment opportun. Mais dans nos pays, on a l'impression qu'il y a un cloisonnement, que chacun travaille de son côté. Non, pas tout à fait. Là, on a commencé parce que moi, pratiquement chaque mois, je participe à une réunion au niveau du ministère des Transports. On a mis un comité qui est en train de travailler. Il y a même eu un conseil interministériel qui a été présidé par le Premier ministre sur la sécurité routière, et de façon holistique, comme vous dites. Il y a eu beaucoup de rubriques. Nous, on a eu à proposer un plan que l'on appelle un plan soins post-accident. Parce que dans un accident également, souvent, le ministère des Transports s'articulait essentiellement dans la prévention routière. Mais dans la sécurité routière, il y a vraiment beaucoup d'axes. Et dans ces actes, il y a les soins post-accident. Et dans ces points soins post-accident, nous avons fait beaucoup de propositions. Les zones les plus accidentogènes ont été identifiées. Les points également d'évacuation, les structures qui sont des structures axes, comme l'hôpital régional de Thiès, comme l'hôpital de Kaolack, comme l'hôpital de Saint-Louis, qui se retrouvent dans des axes où souvent les accidents sont les plus proches. Dans ces structures, le plateau technique doit être amélioré. Et les structures d'évacuation également devront être mises en place. Et nous sommes en train de travailler dans ça. Et tous les jours, nous intervenons. Même si c'est en secondaire, un accident qui se passe à Kaolack ou à Kaffrine, nous, dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, on est au courant. Et nous dépêchons très rapidement des équipes sur place pour essayer non seulement d'aider ces structures hospitalières où les ressources humaines manquent, mais secondairement, les malades qui nécessitent d'être évacués à Dakar, nous organisons le transfert dans de très bonnes conditions pour que ces malades soient sauvés tous les jours. Beaucoup de Sénégalais estiment que souvent, sur le plan du papier, c'est bien fait, c'est bien dit, mais sur le plan pratique, ce n'est pas souvent ça, parce que les moyens ne suivent pas pour le faire. Nous, c'est le contraire. C'est plutôt sur le plan pratique qu'on est en avance, nous. En tout cas, pour les urgences qui concernent le SAMU, nous, c'est dans les faits. Ce n'est pas beaucoup de réunions, mais c'est vraiment l'interventionnel pur et dur. On n'a même pas le temps parfois de s'asseoir et de faire le point, parfois, parce que c'est du continu. Et c'est ça. Et c'est comme ça que ça se passe dans les pays développés. C'est dû au fait qu'on n'est pas très nombreux. C'est vrai qu'il faut en former, il faut que les structures également aient beaucoup plus de monde et beaucoup plus de personnel pour que pendant que certains d'entre eux sont dans les interventions, d'autres sont en train de faire les bilans, d'autres sont en train de regarder de ce qui ne va pas, d'améliorer. Voilà. Et ce qui fait que parfois on est surbooké de travail parce que simplement on est tout le temps dans l'intervention. Tout le temps. Mais beaucoup de Sénégalais ont une très mauvaise image de l'hôpital. Pour eux, l'hôpital, c'est quand vous venez vous faire soigner, on ne s'occupe pas bien de vous, les médecins sont en train peut-être déborder, ils sont en train de faire dessus, il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper des malades. Souvent, c'est des mouroirs. Oui, on en parle, mais c'est le secteur public. Si on regarde le Sénégal depuis quelques années, c'est le seul secteur public qui est décrié. Ce n'est pas la même chose qui se passe quand on va en privé. Quand on compare parfois le secteur public et le privé, c'est vrai que l'hôpital est le plus visible parce que l'hôpital est le plus sensible. Mais je pense qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire pour nos populations, pour l'ensemble des populations sénégalaises. Que les gens aient conscience de la chose publique, que les gens qui travaillent dans le public aient conscience du travail bien fait, que les gens qui sont dans le secteur public aient conscience qu'ils sont payés par les populations et qu'ils doivent servir ces populations. Mais on le voit dans tous les secteurs et je pense que des mesures doivent être prises. C'est plus visible à l'hôpital parce que l'hôpital est plus sensible. Effectivement, c'est ce qui travaillent à l'hôpital ont un sacerdoce et également ils ont prêté serment. Normalement, on ne devrait pas le voir, mais on le voit malheureusement et que voilà, des mesures doivent être prises. Parce que le gros du problème, les médecins ou bien ceux qui sont dans les hôpitaux publics privilégient le privé parce qu'ils gagnent plus d'argent là-bas.
C'est ça la réalité des faits. Oui, bon, souvent on le dit parce que, voilà, mais également il y a des gens, il y a des médecins qui sont dans le privé, qui travaillent. Dans beaucoup de cliniques privées également, c'est pareil. Les insuffisances de spécialistes font que les spécialistes de l'hôpital sont obligés parfois d'aller donner un coup de main, d'aller apporter leur expertise. Et je pense que tout doit résider dans le recrutement, tout doit résider dans la formation pour que ce pays ait assez de spécialistes, pour que aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, il y ait suffisamment de personnes, suffisamment de personnel capable de prendre en charge. Je vous donne l'exemple très concret, il y a des hôpitaux ici au Sénégal, quand vous venez, le scanner n'est jamais en marche. Mais à côté, il y a une clinique, il y a toujours un scanner qui marche parce qu'il est plus cher que le scanner de l'hôpital et souvent vous orientez vers cette structure de santé. Ah non, il y a un problème qui se passe globalement dans les hôpitaux parce que le matériel est surutilisé. Donc quand on voit le scanner dans nos hôpitaux, c'est des appareils qui ne s'arrêtent pas. Parce que simplement ces appareils sont surutilisés. Parce que simplement on va aller dans une région où il y a peut-être un scanner dans l'hôpital régional, il y a peut-être un scanner dans le privé, mais toutes les structures hospitalières, tous les patients de cette région utilisent ce scanner, sont envoyés pour faire. Donc l'appareil ne s'arrête pas. Déjà il y a un problème de surutilisation. S'y ajoute également un problème de maintenance préventive, de maintenance également curative, qui est quelque chose qui est décrié par toutes nos structures de santé. On a souvent du matériel qui tombe en panne pour des problèmes de maintenance. Des efforts doivent être faits également pour que cette maintenance soit effective. Effective en prévention, ne pas aller même dans le curatif. Effective en prévention pour que des contrôles réguliers soient faits pour que ces appareils ne tombent pas en panne. Mais ce qui est constaté en tout cas nous dans les structures hospitalières où nous travaillons, les appareils tombent en panne parce qu'ils sont surutilisés tout simplement. Voilà, vous êtes médecin urgentiste, vous avez travaillé dans les hôpitaux, la réalité des hôpitaux, beaucoup de Sénégalais le savent. Vous venez dans un hôpital où pratiquement la prise en charge n'est pas tellement ça. Les patients se plaignent des ordonnances qui sont trop chères. Des fois, vous venez au médecin, vous écrivez une ordonnance, le lendemain, la même ordonnance revient. Les gens se demandent où passent les médicaments. Oui, bon, c'est un peu compliqué parce que ça ne demande pas de mafia dans certains hôpitaux. Oui, mais non, je ne crois pas. Parce que simplement, comme on disait au début, il n'y a pas de couverture. Les hôpitaux ne peuvent pas s'occuper de tout ça. Les médicaments d'urgence doivent être mis à disposition. Quand l'urgence arrive, les gens doivent quand même avoir de quoi soigner l'urgence. Mais un malade qui vient en consultation, qui n'a pas de couverture, ce n'est pas à l'hôpital de lui acheter ses médicaments. Ce n'est pas à l'hôpital de lui acheter son ordonnance. Effectivement, les Sénégalais sont scandalisés quand ils disent « oui, on m'a prescrit une ordonnance dans une structure hospitalière ». Oui, ces structures hospitalières doivent vivre. Ils ont une gestion autonome. Et qu'un malade qui n'est pas dans la situation d'urgence, quelle que soit la structure, dans les pays développés, c'est comme ça que ça se passe aussi. C'est pourquoi je disais que la couverture maladie universelle, c'est quelque chose qui permettrait plus tard vraiment de mettre à disposition des populations des moyens de se faire soigner, sans bourse déliée, mais à condition que ces patients, ces gens, quand ils ne sont pas malades, puissent cotiser dans une organisation, dans une mutuelle qui leur permettra de couvrir le soin en cas de... Il y a aussi un débat de fond qui se pose dans les hôpitaux. L'argent qui est mis à la disposition des hôpitaux souvent sert plus à payer les salaires, les budgets de fonctionnement, qu'à aller directement aux soins de santé pour les malades. Mais malheureusement, ça c'est un autre problème. Ça nous arrive même nous dans la structure dans laquelle je suis. Parfois le budget, la moitié du budget sert à payer les prestations, les prestataires. C'est un gros problème parce que simplement, il n'y a pas de recouvrement des prestations. Les prestations que les hôpitaux délivrent, c'est des prestations qui sont très onéreuses, mais qui ne sont pas facturées à juste titre. Et donc les hôpitaux investissent dans un fonctionnement à perte à la limite, en tout cas pour ce qui se passe dans le service où j'ai travaillé, les services de réanimation par exemple. Les malades, ils ne payent presque rien. Et on peut dépenser sur un patient en 1 minute quelque chose qui est supérieur, on peut dépenser en 1 minute du matériel qui est supérieur à ce qu'il va payer pendant 1 semaine. Et pourtant, à la fin de l'hospitalisation, le malade n'est même pas capable de payer. Mais comment un malade peut payer s'il est dans une situation de pauvreté aussi, d'indigence, s'il n'a pas les moyens? Et on est dans un pays sous-développé, effectivement, et c'est pourquoi des réflexions sont faites pour que des financements de la santé soient trouvés, pour que les Sénégalais puissent trouver un mécanisme leur permettant d'avoir une couverture quand ils sont malades. Parce que c'est très difficile, même pour vous et moi, nous nous considérons comme des privilégiés par rapport à beaucoup de Sénégalais. Mais il y a des situations où moi j'ai vu des malades que j'ai pris en charge en réanimation. Je me dis, si j'étais à leur place, j'aurais eu des difficultés étant un fonctionnaire de l'IRHA.
Donc encore plus pour quelqu'un qui n'a pas de salaire à la fin du mois. Les soins de santé coûtent très cher. Dans les pays développés, il est rare que quelqu'un arrive à l'hôpital pour sortir de l'argent. Ça n'existe pas. Parce que simplement, il y a des mécanismes qui sont là, qui sont mis en place. Mais qu'est-ce qui a appelé le Sénégal de répliquer ces mécanismes ici? Mais ça commence. Ça commence. Je pense que l'instauration de la couverture de maladie universelle est un très bon pas. Et je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer. À la limite, moi, j'irai plus loin. Il faut prier pour que cette initiative du président de la République, qui est mise en place par le ministre de la Santé, pour que cette initiative marche très bien. Et je pense que c'est une initiative qui sera salvatrice pour l'ensemble des populations. On parle d'un pays sous-développé qu'on voudrait tirer pour qu'il se développe. Comment peut-on faire marcher une économie d'un pays si les citoyens ne sont pas bien soignés? Bon, moi je peux pas dire ça parce que je passe moi ma vie. Je passe ma vie à m'occuper de patients. Donc voilà, je ne peux pas dire En tout cas, moi, je m'emploie à ce que les gens soient bien soignés dans le cadre de l'urgence, dans le cadre de la réanimation, dans le cadre de l'anesthésie. On est tout le temps en train de travailler. On est tout le temps, si ce n'est pas sur le malade, c'est au téléphone, en train de coordonner. Moi, il m'arrive même que des personnes que j'ai à former, soit dans le cadre du service ou dans le cadre de l'université, soit dans des zones très éloignées, me réveillent à 2h, 3h du matin pour me demander un avis. Et c'est valable pour beaucoup de spécialistes, pour beaucoup de collègues universitaires, pour beaucoup de collègues spécialistes qui travaillent dans les structures de santé à Dakar. Et c'est du temps que les gens s'investissent énormément à améliorer les soins dans notre pays. Maintenant, je pense que le problème il est purement économique. Il faudra, comme vous le dites, effectivement, les gens n'ont pas les moyens. Il faudra mettre en place des structures capables de financer la santé, des structures capables de donner les moyens aux populations d'avoir accès aux structures de santé. Oui. On donne l'exemple, par exemple, de l'hôpital de Ziguinchor ou bien celui de Kanel, où les gens n'ont pas de chirurgiens. Les chirurgiens coûtent très cher. Certains refusent d'aller dans les régions pour soigner les malades parce que peut-être ils ne sont pas assez bien payés là-bas. Non, le problème c'est que ce n'est pas qu'ils refusent, il n'y en a pas suffisamment. Et c'est un problème qui ne concerne pas que les chirurgiens, ça concerne également beaucoup d'autres spécialités. Ça concerne les cardiologues, ça concerne les néphrologues, ça concerne les anesthésistes réanimateurs. Quand on prend le ratio de ces spécialistes par rapport à la population, c'est des ratios qui sont très insuffisants. Et prenant le ratio par rapport à Dakar, parfois c'est parce que Dakar, toute la population est à Dakar. Et quand on prend le ratio, on peut trouver un seul médecin anesthésiste ou un chirurgien dans une région. Si on fait le ratio, ça peut équivaloir au ratio que nous avons à Dakar. Donc le problème, ce n'est pas que les gens refusent de partir, mais c'est qu'il n'y a pas suffisamment. Il faudra mettre en place des mécanismes permettant de former suffisamment de spécialistes et de les motiver à aller dans les zones les plus éloignées, à mettre également le plateau technique qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas affecter quelqu'un dans une région très éloignée où le plateau technique n'est pas quand même à mesure de lui permettre de faire son travail. L'autre gros problème, c'est que la plupart d'entre eux qui sont formés aussi préfèrent monnayer leur talent ailleurs. Il y en a certains qui vont en France, d'autres dans la sous-région, parce que peut-être c'est plus rémunérateur. Oui, peut-être on le voit dans beaucoup de... Mais ce n'est pas seulement dans la santé qu'on le voit. Combien de Sénégalais on a vu former des ingénieurs, on a vu former beaucoup de... Combien de Sénégalais sont partis à l'étranger et ne sont jamais revenus? Pour la santé, c'est beaucoup plus sensible. Mais je pense qu'il y a même beaucoup plus de Sénégalais formés dans d'autres domaines qui sont partis monnayer leur talent ailleurs. Mais ça, c'est un problème de conviction personnelle également. Quelqu'un qui est formé est libre d'aller faire sa formation, d'aller s'installer où il veut. Mais si l'État met en place des bourses pour les Sénégalais, si l'État forme des spécialistes à l'intérieur du pays, je pense que l'État mettra les conditions qu'il faut pour que ces personnels restent dans le pays et travaillent pour le pays. Nous étions avec Mamadou Diarra Bey, qui est directeur du SAMU national, service d'assistance médicale d'urgence. Nous parlions avec nous justement des problèmes d'urgence au Sénégal. Merci M. Bey d'avoir accepté l'invitation. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.